Ils ont promulgué dans la plateforme gouvernementale du gouvernement mené par l'extrême droite et par la Ligue, enfin par cette coalition de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, d'interdire à leurs membres, aux membres du gouvernement, d'appartenir à la franc-maçonnerie. Bon. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau en Italie, parce qu'il y avait déjà eu, dans les années 80 et même plus tard, des interdictions qui avaient été formulées à l'égard des membres de la magistrature et de la police. Mais ça avait été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Quasiment pas du tout de réaction dans l'opinion italienne, ni dans la classe politique, ni du président de la République italienne qui aurait pu, puisqu'il est garant quand même des libertés et des institutions, dire quelque chose, parce qu'il y a malheureusement ce souvenir qui reste encore très vivace de la loge P2 et des errements de cette maçonnerie complètement dévoyée qui a fait énormément de tort à la maçonnerie italienne, mais aussi à la maçonnerie en général. Cette loge P2 donc, est un peu la résurgence dans les années 70-80 d'une loge qui était beaucoup plus ancienne, qui avait été créée pour permettre à des personnalités d'adhérer à la franc-maçonnerie, pour mener un combat à l'époque républicain, laïque, libéral, sans que ce soit connu, compte tenu du fait qu'en Italie, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le pays du pape, c'est le pays du Vatican, et où le catholicisme est très important, a une influence considérable encore aujourd'hui, même si c'est un peu en diminution, et certaines personnalités ne pouvaient pas apparaître officiellement comme appartenant à la franc-maçonnerie. Il se trouve que certains opportunistes ont su se servir de cette loge pour la ranimer et y faire adhérer des gens qui avaient une importance dans la société italienne et menaient une espèce de forme de franc-maçonnerie complotiste, alors qui était axé essentiellement sur l'anticommunisme, puisqu'il y avait beaucoup de membres des services secrets et de la police qui y appartenaient, mais aussi des membres de la classe importante du monde économique italien, parmi lesquels d'ailleurs Silvio Berlusconi qui y a appartenu, et tout cela était dirigé par un personnage, Licio Gelli, qui avait un passé fasciste très affirmé, qui n'a jamais renié ses idées fascistes, et d'ailleurs j'insiste là-dessus, il faut savoir que cette loge, et là on peut effectivement s'interroger sur la responsabilité de l'obédience, des obédiences et de l'obédience à laquelle appartenait cette loge, pour d'avoir une complaisance, une très grande complaisance à l'égard des anciens fascistes affirmés qui n'ont jamais renié et qui, pour certains, continuent d'appartenir au parti néofasciste MSI, le mouvement social italien. Cette histoire de lien avec la mafia, on parle beaucoup en Italie de zone grise. Voilà. Alors, il est vrai que si on regarde la carte de la maçonnerie italienne, on se rend compte quand même, ça c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de loges, un nombre un peu disproportionné d'ailleurs de loges en Sicile et aussi beaucoup, encore plus d'une certaine manière, dans les zones, en Calabre, là où sévit la fameuse et sinistre Ndrangheta, pardon, qui est l'équivalent de la mafia pour la Calabre. Donc effectivement, ça a été souligné par des magistrats et on s'interroge là-dessus. Alors effectivement, cela dit, il y a eu encore récemment un livre blanc qui a été, enfin il y a eu des enquêtes serrées sur cette question et il n'est pas ressorti réellement de lien structurel, organisationnel entre la maçonnerie et la mafia ou c'est la Ndrangheta calabraise, mais des maçons eux-mêmes que j'ai pu rencontrer parlent de zone grise, effectivement. Parmi ceux que j'ai pu rencontrer, essentiellement le Grand Orient d'Italie, elle est clairement, effectivement, sur des positions d'ouverture, notamment sur la question des réfugiés. Bon, il y a des actions sociales qui ont été entreprises. Il y a une volonté très nette de cette obédience, qui est la principale, hein, de rupture avec ce passé dont je parlais tout à l'heure, mais également de se positionner, une position d'ouverture, position d'extériorisation également, pour dire, par exemple, comme ça a été fait après cette interdiction d'appartenir à la maçonnerie pour les membres du gouvernement, de dire que, par exemple, qu'un certain nombre de personnages italiens importants
parmi lesquels notamment Garibaldi, ne pourrait pas être Premier ministre, ou même ministre aujourd'hui en Italie, par exemple, compte tenu de leur appartenance à la franc-maçonnerie. Mais c'est vrai que le combat est difficile, hein, le combat est difficile, du fait à la fois de la société italienne qui vraiment a au sein de laquelle les préjugés antimaçonniques restent extrêmement forts, beaucoup plus forts qu'en France et beaucoup plus forts que dans la plupart des pays d'Europe, et du fait essentiellement du substrat catholique, hein, et puis aussi du fait que à l'intérieur de la maçonnerie, il y a une culture très ancienne, très forte, sans doute plus forte aussi qu'ailleurs, de secrets, de serments, d'épées, de cap et d'épée, je dirais. Et ça, malheureusement, c'est peut-être très attrayant pour certains, mais ça finit quand même par nuire.